Mon père a aboyé, personne ne veut voir ta tête à ma fête de départ à la retraite. Parce que j'étais une déception selon leurs critères. Alors, j'ai répondu, alors ne perdons pas notre temps à faire semblant que nous sommes encore une famille. J'ai 34 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants incroyables, Léo et Manon. Nous vivons juste à l'extérieur de Lyon, dans un quartier agréable et tranquille. Au cours des 5 dernières années, j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme dans mon entreprise de menuiserie. Je l'ai construite à partir de rien, littéralement. Après des années à travailler pour d'autres qui s'attribuaient le mérite de mon savoir-faire, j'ai décidé que ça suffisait. Aujourd'hui, je gagne environ 85 000 € par an en réalisant des meubles sur mesure et des rénovations haut de gamme. On parle du genre de travail pour lequel les riches paient beaucoup d'argent. Je suis sacrément bon dans ce que je fais, et j'ai construit cette vie de mes propres mains. Mais ma famille, bon sang, ils n'ont jamais vu les choses comme ça. Pour eux, rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Mon frère Jérôme, c'était l'enfant prodige, un avocat d'affaires, sorti d'une grande école de droit. Ma sœur Sophie, elle a épousé Marc-Antoine, un gestionnaire de fonds spéculatifs valant des millions, et elle ne manquait jamais une occasion de rappeler à quel point elle avait fait un beau mariage. Moi, j'étais le raté, celui qui avait perdu son temps dans un lycée professionnel. Mon père, un cadre bancaire, et ma mère, une agente immobilière, étaient obsédés par le statut, par les apparences. Ils me voulaient dans la finance ou au moins dans la vente, quelque chose dont ils pourraient se vanter à leur cercle privé. J'étais en train de charger des outils dans ma camionnette, en route pour un chantier, une rénovation à 23 000 € pour le propriétaire d'un restaurant local. Je venais de déposer les enfants à l'école, le téléphone vibrait dans ma poche. C'était une notification de la discussion de groupe familial intitulée « Pot de départ de papa ». Je l'ai ouverte, m'attendant à une discussion banale sur le traiteur ou les cadeaux. Au lieu de ça, je me suis pris un coup de massue. « Ne viens pas à ma fête de départ à la retraite », avait écrit mon père. « Toute la famille ne veut pas de toi. Tu es une déception. » Juste comme ça. Sans ménagement, sans explication, juste du mépris pur et simple. De la part de mon propre père. Je me suis littéralement appuyé contre ma camionnette, le lisant 2, 3 fois, juste pour être sûr que je ne rêvais pas. Pendant des années, ils avaient marché sur des œufs autour de leur déception à mon égard. Les silences gênants lors des dîners de Noël, les compliments déguisés sur le fait qu'au moins j'étais bon de mes mains. La façon dont ils traitaient Chloé, ma femme, comme si elle était une sorte de sous-classe parce qu'elle est éducatrice en crèche, et non avocate d'affaires ou mariée à un homme riche comme Sophie. Mais ce message, c'était de l'honnêteté brute et cruelle. J'ai fait défiler frénétiquement vers le haut à la recherche d'un contexte. Rien. Juste des messages ennuyeux sur les détails du lieu et des serviettes monogrammées sur mesure. Et puis cette bombe. Mes doigts ont volé sur l'écran. J'ai répondu, vous avez choisi vos amis du cercle privé plutôt que votre fils. Et puis j'ai fait quelque chose qui a vraiment fait mal. J'ai annulé la vitrine sur mesure que je lui construisais en secret comme cadeau de retraite. Laissez-moi vous dire que s'il avait été un client ordinaire, il aurait payé des milliers d'euros pour ça. Papa avait toujours secrètement admiré mon travail du bois, même quand il faisait semblant que non. J'espérais que ce cadeau, cette belle pièce, serait une offrande de paix, une façon de lui montrer la vraie valeur de ce que je fais. Les réponses ont commencé à affluer. Mon cousin Grégoire, celui qui savait toujours comment remuer le couteau dans la plaie, a répondu le premier avec une série d'émojis qui pleurent de rire. Puis Sophie, ma sœur, a ajouté, « Tu penses vraiment mériter d'être là après la façon dont tu as embarrassé la famille à Noël ?» Et Jérôme, mon frère avocat d'affaires, celui que j'avais aidé à déménager 3 fois et à qui j'avais prêté 6 000 € quand il était entre 2 boulots. Il s'est contenté de « liker » le message et est resté silencieux. Du Jérôme tout craché. Puis est venu le même. Mon oncle Didier, de toutes les personnes, a envoyé une photo de mon visage photoshopé sur un ouvrier du bâtiment, avec la légende « le raté de la famille ». J'ai ri, en fait. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que ça confirmait tout. C'était fini. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais gardé des comptes. Pas des vrais, mais le genre de comptes mentaux qui s'accumulent au fil des ans. Chaque réparation gratuite. Chaque fois qu'il me faisait sentir comme le mouton noir parce que je ne courais pas après un poste en entreprise à 6 chiffres ou que je ne conduisais pas une BMW.
Chaque événement familial où j'étais la cible de leurs blagues pendant que je réparais leur terrasse gratuitement. Ils s'attendaient probablement à ce que je boude, peut-être même que je vienne m'excuser comme toujours. Pas cette fois. Ils avaient coupé les ponts. Et j'avais des projets. Oh, j'avais des projets. La première étape a été de tout dire à Chloé, pas seulement à propos de ce texto, mais à propos de des années de tout ça. Nous nous sommes assis à notre table de cuisine après que les enfants se soient endormis. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui est l'une des 1000 raisons pour lesquelles je l'ai épousée. Quand j'ai finalement terminé, elle a simplement pris ma main et a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Ce moment m'a frappé de plein fouet. La plupart des gens de ma famille n'avaient personne pour les soutenir quoi qu'il arrive. J'avais ça, et je l'avais pris pour acquis tout en cherchant l'approbation de personnes qui ne me la donneraient jamais. Je voulais leur montrer ce qui se passe quand ils perdent la seule personne qui se souciait vraiment d'autre chose que des apparences. J'avais déjà une solide réputation locale, mais mon nouveau plan l'a porté à un autre niveau. Les clients qui hésitaient depuis des mois ont soudainement voulu réserver, craignant que je ne sois plus disponible. Alors ce soir-là, nous nous sommes mis au travail. J'ai appelé mon ami Mathieu, qui dirige une agence de marketing numérique, et je lui ai demandé de m'aider à refondre ma marque, pas seulement un site web basique avec mon numéro, mais des photographies professionnelles de mon travail, des témoignages élogieux de clients. Un système de réservation approprié, la totale. Ça m'a coûté 4 800 €, mais en 2 mois, mon carnet de commandes était plein pour les 3 mois suivants. Cette vitrine pour mon père, ce n'était qu'un test. J'avais un plan complet pour ignorer ces clowns tout en améliorant ma vie entière. Puis j'ai contacté mon ancien frère d'armes, Mathieu. Nous avions servi 2 séjours au Sahel ensemble. Il possède maintenant une entreprise de BTP très prospère à Bordeaux. Nous étions restés en contact et il me harcelait depuis des lustres pour que nous unissions nos forces. Il disait que le marché de la menuiserie sur mesure y était en pleine explosion. Beaucoup plus de demandes que d'artisans qualifiés. Il m'avait même proposé de m'aider à déménager. Je lui ai envoyé un texto, toujours besoin d'un maître menuisier à Bordeaux. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, carrément, mes gars sont bookés pour 6 mois. J'ai une base de clients prête et qui attend. Pendant ce temps, j'ai joué intelligemment sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à poster mes projets haut de gamme. Des bibliothèques sur mesure pour un PDG local. Une table de salle à manger sculptée à la main qui s'est vendue 9 500 €. Des vidéos d'ateliers montrant mon processus. Toujours professionnel, toujours prospère. Je n'ai jamais mentionné les drames familiaux. Je n'en avais pas besoin. Et ils l'ont remarqué. Je les voyais regarder mes stories Instagram. Grégoire, le type aux émojis qui rit, a commencé à aimer mes publications. Sophie a commenté une photo d'un bureau en noyer que j'avais construit, waouh, travail impressionnant. Maman a commencé à envoyer des messages privés sur des choses aléatoires, demandant des nouvelles des enfants, envoyant des articles sur le travail du bois. Je les ai tous laissés en « lus ». Puis papa a texté directement « Ta mère s'inquiète pour toi. Réponds à ces messages. » Pas d'excuses. Pas de reconnaissance du texto méprisant ou des moqueries du groupe. Juste un ordre. Je n'ai pas répondu. J'avais un atout dans ma manche qu'il ne connaissait pas encore. Puis est venu mon ancien patron, Alain Bernard. J'avais travaillé pour lui dans un atelier d'ébénisterie il y a des années. Il n'avait jamais oublié comment je l'avais aidé à terminer une commande urgente pour le maire alors que son entreprise était au bord de la faillite. Alain était devenu l'un des designers de meubles les plus respectés de la région, il avait même sa propre émission de télévision maintenant. Nous étions restés en contact de manière sporadique, quelques textos occasionnels, des retours sur des projets. Je lui ai envoyé quelques photos de mes travaux récents. Il m'a appelé le lendemain. Loïc, c'est du très haut niveau. Pourquoi n'as-tu pas montré ça avant? Nous avons parlé pendant 1 heure. À la fin, il m'avait offert une place d'invité dans son émission et une introduction à son distributeur qui recherchait activement des pièces artisanales. Juste comme ça, j'avais une plateforme nationale potentielle et un canal de distribution. 2 semaines après le texto de papa, mon frère Jérôme a appelé. Comme je n'ai pas décroché, il a laissé un message vocal. Salut, le pot de départ de papa c'est samedi prochain. Maman demande si tu viens toujours. Tiens quelqu'un au courant. Ok. Je ne l'ai pas rappelé.
Je les ai laissés mariner. Environ 3 semaines après le fameux texto, je chargeais mon matériel après avoir terminé une bibliothèque intégrée pour un professeur d'université quand mon téléphone a sonné. C'était mon cousin Thomas, pas l'un de ceux du groupe de discussion. Il avait déménagé à Lille des années auparavant après une dispute avec l'oncle Didier à propos d'un prêt d'argent jamais remboursé. Nous restions en contact avec des textos occasionnels sur le foot et la pêche. « Mec, qu'est-ce qui se passe entre toi et l'oncle Philippe ?» a-t-il demandé sans préambule. Je lui ai donné la version courte, le texto, le lynchage familial, les années à être traité comme le raté de la famille. Thomas est resté silencieux un instant. Puis il a dit, « Tu sais, il parle dans le dos de tout le monde, n'est-ce pas? Même de Saint Jérôme. » Ça a attiré mon attention. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé. Il a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. « Ton père était chez mes parents le mois dernier. J'étais en ville et je l'ai entendu parler avec mon père. Il se plaignait que le cabinet de Jérôme avait des difficultés et qu'il avait dû l'aider avec la compte pour sa maison. Il a dit quelque chose comme, au moins, Loïc se débrouille tout seul, même si c'est juste en maniant un marteau. Ça m'a frappé comme une tonne de briques. Il y a plus, a poursuivi Thomas. Apparemment, ta mère déteste le mari de Sophie, Marc-Antoine. Elle l'appelle le con arrogant dans leur dos. Et écoute ça. La raison pour laquelle ils organisent cette grande fête de retraite, ton père n'a pas choisi de prendre sa retraite. La banque l'a poussé vers la sortie. Quelque chose à propos d'une restructuration, mais mon père a dit qu'il y avait des rumeurs d'irrégularité comptable dans son service. Après l'appel de Thomas, je suis resté assis dans ma camionnette pendant un long moment, à digérer tout ça. Toutes ces années, je pensais être le mouton noir. En fait, toute la famille n'était qu'une façade, un château de cartes construit sur des mensonges. Le lendemain, j'ai reçu un texto de Marion, la colocataire de fac de ma sœur Sophie. Nous nous étions toujours bien entendus lors des quelques événements familiaux auxquels elle avait assisté. Elle avait récemment commencé à travailler au sein du même conseil d'administration d'une œuvre de charité que le riche mari de Sophie, Marc-Antoine. Salut Loïc. Question bizarre. Est-ce que tout va bien entre Sophie et Marc-Antoine? Elle a continué, elle m'a appelé en pleurs à 2 heures du matin. Quelque chose à propos de messages trouvés sur son téléphone avec son assistante. J'ai rappelé Marion. Il s'est avéré que Sophie avait surpris Marc-Antoine en train de la tromper avec son assistante de 26 ans. Le mari riche parfait, le mariage parfait, la vie parfaite qu'elle m'avait toujours jetée au visage. Une autre façade qui s'effondre. 2 jours plus tard, la femme de mon cousin Grégoire, Ambre, m'a envoyé un message sur Facebook. Nous n'étions pas proches, mais elle avait toujours été gentille. Ta famille est en mode panique à propos de cette fête de retraite. L'ancien patron de ton père et tous ses cadres de la banque viennent. Il flippe que tu ne sois pas là et que les gens posent des questions. Sophie a même suggéré d'engager quelqu'un pour se faire passer pour toi. J'ai éclaté de rire à celle-là. Engager un acteur pour jouer le fils menuisier embarrassant. C'était un nouveau record de bassesse, même pour eux. Mais le vrai coup de grâce est venu d'Alain, mon ancien patron. Après avoir accepté de m'inviter à son émission, il avait passé quelques appels à ses contacts de l'industrie pour se renseigner sur mon travail. L'un de ses contacts était un marchand de meubles haut de gamme à Lyon qui avait fait des affaires avec ma famille. Loïc, truc bizarre, a dit Alain. J'ai mentionné ton nom à Stéphane de Meubles d'Exception lyonnais. Il a immédiatement reconnu ton nom de famille. Il a dit que tes parents achètent chez lui depuis des années. La partie étrange, a-t-il dit, c'est qu'ils montrent toujours tes pièces à leurs amis, en prétendant avoir payé des milliers d'euros pour des meubles d'artisans. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Il se vantait de mon travail, le même travail pour lequel il se moquait de moi. Alain a continué, Stéphane a dit que ton père avait une fois amené des associés et montré une console en noyer, une que tu leur avais faite pour Noël dernier, et avait dit à tout le monde qu'il l'avait payé 7 500 € à un artisan exclusif. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Ma famille ne me manquait pas seulement de respect. Ils étaient en fait fiers de mon travail, mais pas assez fiers pour admettre que leur fils était l'artisan. J'étais assez bon pour fournir les symboles de statut, mais pas assez bon pour être reconnu. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Chloé. Elle n'était pas surprise. Ils t'utilisent depuis des années, Loïc. Main-d'œuvre gratuite, meubles gratuits, garde d'enfants gratuite quand ils sont dans le pétrin,
mais Dieu leur pardonne de respecter ce que tu fais. Elle avait raison. Et c'est là que mon plan est passé de simplement m'éloigner à m'assurer qu'ils ressentent exactement ce qu'ils perdaient. J'avais environ 5 semaines avant notre départ prévu pour Bordeaux. Pendant ce temps, je devais préparer le terrain parfaitement. D'abord, j'ai mis notre maison en vente avec la cousine de Chloé, qui est agent immobilier, mais je lui ai demandé de la garder hors des annonces publiques, vente privée uniquement. Je lui ai dit, je ne veux pas que ça se sache partout. Pourtant, le marché immobilier était en plein essor et nous avions fait d'importantes rénovations, tout mon propre travail. La cousine de Chloé avait discrètement mentionné que le marché se tendait il y a des mois, donc nous étions déjà préparés. Nous ne l'avions simplement jamais dit à la famille. Nous demandions 80 000 € de plus que ce que nous avions payé il y a 4 ans, et son estimation initiale disait que nous les obtiendrions probablement. Le stock de logements était à un niveau historiquement bas dans notre région. La cousine de Chloé avait des acheteurs en attente qui cherchaient des maisons exactement comme la nôtre, c'est pourquoi nous pouvions demander un tel prix et vendre si rapidement. Ensuite, je me suis concentré sur le fait d'être très visible sans être disponible. J'ai accepté une interview avec le journal économique local sur la menuiserie sur mesure à l'ère de la production de masse. L'article est sorti avec des photos de mon atelier et a mis en avant mes projets à venir, y compris une mention de potentielles opportunités d'expansion. Je me suis assuré d'obtenir des exemplaires supplémentaires, mais je n'en ai envoyé aucun à ma famille. J'ai également intensifié mon jeu sur les réseaux sociaux, postant quotidiennement des mises à jour de projets et des témoignages de clients. J'ai même fait quelques directs sur Instagram pour montrer mon processus. Le nombre de mes abonnés est passé de quelques centaines à plus de 10 000 au cours des 2 mois suivants. Puis j'ai commencé à refuser des chantiers locaux, disant aux clients potentiels que j'étais complet pour 6 mois et les renvoyant vers d'autres artisans que je connaissais. La vérité, c'est que je devais libérer mon emploi du temps pour le déménagement et la nouvelle entreprise avec Mathieu. Environ 2 semaines avant la fête de retraite, j'ai posté une photo énigmatique, des cartons de déménagement vides empilés dans mon atelier avec la légende « Grand changement à venir ». Restez à l'écoute. C'est là que les vrais messages ont commencé à affluer. Sophie a appelé la première, directement sur la messagerie vocale. Puis maman a texté, « Chérie, est-ce que tu déménages ton atelier ? Papa et moi parlions de la chambre d'amis au sous-sol si tu as besoin d'espace de stockage. » Je n'ai pas répondu. J'ai laissé les questions en suspens. Un jour plus tard, Jérôme a appelé. Comme je n'ai pas répondu, il a envoyé un texto. « Salut mec, c'est quoi ces cartons ? Tout va bien avec l'entreprise. Si tu as besoin d'un prêt ou de conseils juridiques pour une nouvelle structure d'entreprise, je suis là. » Il m'avait toujours lancé des pics sur les travailleurs manuels jusqu'à ce que je mentionne ma liste de clients à 5 chiffres. Soudain, ils étaient tous préoccupés par ma carrière, la même qu'ils avaient méprisée pendant des années. Puis sont arrivées les invitations pour la fête de retraite par la poste. Carton formel doré et gaufré annonçant la célébration des 40 ans de carrière de Philippe Durand dans la banque. Chloé m'a tendu l'enveloppe avec un sourcil levé. « J'imagine qu'ils espèrent que tu viendras quand même, » a-t-elle dit. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, avec l'invitation, il y avait un mot manuscrit de maman. « Loïc, s'il te plaît, viens. Ça signifierait énormément pour ton père. » Pas d'excuses, pas de reconnaissance du texto ou des moqueries du groupe. Juste l'attente que l'obligation familiale l'emporterait sur le respect de soi. 3 jours avant la fête, papa a finalement appelé. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. « Loïc, c'est papa. Ta mère est morte d'inquiétude pour toi. Ce traitement silencieux est puéril. Nous devons savoir si tu viens samedi. Des gens importants seront là. » Des gens importants. Pas, je suis désolé. Juste une préoccupation pour ce que les gens importants penseraient si son fils n'était pas là. Je n'ai pas rappelé, mais j'ai fait mieux. J'ai décidé de finir la vitrine en chêne que j'avais initialement annulée. Ce serait ma déclaration d'adieu. J'ai donc organisé sa livraison chez eux. C'était mon plus beau travail à ce jour. Chêne sur quartier avec des assemblages en queue d'aronde, des panneaux de verre, des compartiments secrets, de la quincaillerie en laiton sur mesure. Le genre de pièce qui se vendrait 5 000 €, facile. J'ai inclus une carte qui disait simplement « Félicitations pour ta retraite. C'est la dernière chose que tu recevras de moi. » La livraison était prévue pour le matin de sa fête de retraite. Pendant ce temps,
nous étions dans les dernières étapes de notre plan. La maison était sous contrat, vendue pour 95 000 € de plus que notre prix d'achat. L'entreprise de déménagement était réservée. Mathieu nous avait trouvé une location à Bordeaux en attendant que nous puissions acheter quelque chose, et il avait déjà aligné 3 clients majeurs désireux de travaux sur mesure. Alain m'avait programmé pour son émission de télévision le mois suivant, et le distributeur examinait mon portfolio. Les choses se mettaient parfaitement en place. La dernière pièce de ce puzzle était la plus satisfaisante. J'étais en pourparlers avec le plus grand concurrent de la banque de papa pour concevoir et construire des meubles sur mesure pour leur étage de direction fraîchement rénové. Le contrat valait 120 000 €, plus que ce que papa gagnait probablement en un an à la fin de sa carrière. L'ironie délicieuse, c'est que sa fête de retraite se tenait dans l'espace événementiel de ce concurrent, et je m'étais arrangé pour que l'annonce du contrat soit mise en ligne sur leurs réseaux sociaux le matin de la fête. La veille de la fête de retraite, Chloé et moi étions assis sur notre terrasse, regardant les enfants jouer dans le jardin. Elle m'a serré la main. Prêt pour demain? J'ai hoché la tête. Plus que prêt. Le matin de la fête de retraite de papa, je me suis réveillé tôt et j'ai vérifié mon téléphone. La banque concurrente avait publié, comme prévu, un communiqué de presse annonçant leur projet de rénovation, mettant en avant l'artisan local de renom, Loïc Durand, comme l'artisan sélectionné pour le mobilier de leur suite exécutive. Ils avaient inclus des photos de mes travaux précédents et une citation de leur PDG sur l'investissement dans le talent artisanal local. La banque m'a identifié dans la publication. C'est ainsi que la moitié des invités l'ont appris avant même d'arriver. J'ai pris des captures d'écran et j'ai attendu. À 9h37, la caméra de sécurité de mon atelier a signalé un mouvement. Les livreurs chargeaient la vitrine en chaîne dans leur camion. Pile à l'heure. À 10h15, Chloé est entrée dans l'atelier où je finissais quelques petits projets. « Ta mère a appelé 3 fois au cours des 10 dernières minutes », a-t-elle dit en levant son téléphone. Je réponds. « Pas encore », ai-je répondu, un petit sourire aux lèvres. À 11h22, la société de livraison a envoyé une confirmation. Colis livré et signé par Philippe Durand. Puis la tempête a éclaté. Maman a rappelé, 7 fois de suite. Papa a appelé 2 fois. Sophie a texté, « C'est quoi ce bordel, Loïc ?» Papa pleure. Il pleure? Qu'est-ce que tu as fait? Jérôme était plus direct, « Réponds à ton putain de téléphone. » Ça a assez duré. J'ai éteint mon téléphone et j'ai passé l'après-midi à jouer avec les enfants au parc. Quand nous sommes rentrés vers 16h, environ 1 heure avant le début prévu de la fête, j'ai finalement rallumé mon téléphone. 27 appels manqués, 43 textos, la plupart de la famille, mais certains d'amis de la famille et même quelques-uns des collègues de papa. J'ai parcouru les textos. Ils allaient de la rage à la confusion en passant par des supplications désespérées. Maman, Loïc, s'il te plaît, appelle-nous immédiatement. Ton père ne peut pas aller à la fête comme ça. Jérôme, depuis combien de temps tu parles à la Banque Nationale Populaire? Tu savais l'effet que ça aurait? La carrière de papa se termine par une humiliation. Sophie, la vitrine est magnifique, mais la carte était cruelle. Maman n'arrête pas de pleurer. S'il te plaît, rappelle-moi. Marc-Antoine a déménagé hier et je ne peux pas gérer une autre crise. Oncle Didier, tu es allé trop loin, mon petit. La famille, c'est la famille. Le plus intéressant venait du patron de papa. Loïc, c'est Gérard Dubois. Très impressionné par votre travail avec la BNP. Je ne savais pas que vous étiez le fils de Philippe. J'aimerais discuter d'opportunités potentielles. J'ai montré les messages à Chloé. Elle les a lus et m'a regardé. Ils ne comprennent toujours pas, n'est-ce pas? Ils ne sont pas contrariés de t'avoir blessé. Ils sont contrariés d'avoir l'air mal devant leurs amis. Elle avait raison. Pas un seul message ne contenait de véritables excuses pour la façon dont il m'avait traité. Tout tournait autour de la réputation, de la fête. À 17h30, alors que la fête de retraite commençait, j'ai finalement répondu. Pas individuellement, mais dans la discussion de groupe familial où tout avait commencé. À l'heure qu'il est, vous avez tous vu l'annonce et reçu mon cadeau. Considérez ceci comme ma réponse à l'invitation. Non, je ne serai pas là pour jouer le rôle du fils parfait dans votre performance de la famille parfaite. Pendant des années, vous m'avez traité comme une honte tout en vous vantant secrètement de mon travail auprès de vos amis.
Vous m'avez appelé pour des travaux gratuits tout en vous moquant de mon choix de carrière. Vous m'avez exclu de la famille quand ça vous arrangeait. Et maintenant vous me voulez de retour parce que ça fait mauvais genre si je ne suis pas là. Voici ce que vous devez savoir. Je déménage à Bordeaux la semaine prochaine. J'ai vendu la maison. J'ai signé des contrats d'une valeur supérieure au dernier salaire annuel de papa. Le fils dont vous aviez honte a maintenant plus de succès que n'importe lequel d'entre vous. Alors profitez de la fête. Amusez-vous à expliquer mon absence. Et profitez de la vitrine. C'est le dernier morceau de moi que vous aurez jamais. J'ai posé mon téléphone et j'ai emmené les enfants manger une glace. Quand nous sommes revenus, les vraies bombes avaient été lâchées dans le chat. Thomas était intervenu, il était temps que quelqu'un dénonce cette dynamique familiale toxique. Ambre avait ajouté, Grégoire, ton cousin a raison. Ta famille l'a toujours traité comme un moins que rien. Je l'ai vu pendant des années. Cette nuit-là, alors que Chloé et moi emballions nos dernières affaires personnelles, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Alain. Loïc, qu'est-ce que tu as foutu, a-t-il dit, l'air exaspéré. J'ai la femme de Philippe Durand en larmes dans mon showroom, me demandant de l'aide pour arranger les choses avec toi. Je ne m'y attendais pas. Ma mère est venue te voir, ai-je demandé, stupéfait. Ouais, et elle est en vrac. Elle dit que vous déménagez à l'autre bout du pays et qu'ils ne le savaient même pas. Elle dit que tu les ignores depuis des semaines. J'ai expliqué la situation. Alain a écouté puis a soupiré. Écoute, je comprends, mais elle semble vraiment anéantie. Elle dit que ce n'est pas ton père qui a écrit ce texto. Apparemment, c'est ton frère Jérôme qui l'a fait. Il a utilisé le téléphone de ton père quand il l'a laissé chez eux lors d'une séance de planification familiale. Il a dit que c'était censé être une blague qui a mal tourné et que personne ne savait comment faire marche arrière. Après que tout le monde s'y soit mis, Jérôme l'a écrit et a laissé papa prendre le blâme. C'est ce qu'elle dit. Honnêtement, elle est tellement désemparée, je la crois. Il a fait une pause. Elle a apporté des photos de ton enfance, des photos de ton père à ton exposition de menuiserie au lycée. Elle a dit qu'il gardait chaque projet que tu avais jamais fait. Même le nichoir tout de travers que tu as fait en CE2. Mon esprit était en ébullition. Jérôme avait commencé ça. L'enfant prodige s'était fait passer pour notre père pour m'exclure, puis avait laissé la faute retomber sur papa. Ça avait une sorte de logique tordue. Jérôme avait toujours été jaloux de la moindre attention que je recevais. Il avait toujours besoin d'être le favori. Mais ça ne changeait pas le fait que personne ne m'avait défendu. Personne n'avait rétabli la vérité. Ils s'étaient tous ligués contre moi. Tous avaient été prêts à m'exclure. Alain, merci de me l'avoir dit, mais ça ne change pas mes plans. Ils ont eu des semaines pour dire la vérité, pour s'excuser. Au lieu de ça, ils ne m'ont contacté que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose de moi. Nous sommes partis pour Bordeaux 2 semaines après la fête de retraite. Les déménageurs étaient déjà prévus. J'avais mis les choses en branle des semaines auparavant, sachant exactement comment cela se jouerait. Je n'ai jamais répondu à d'autres messages de ma famille. Le camion de déménagement est arrivé à l'aube, et à midi, notre ancienne maison était vide. Les nouveaux propriétaires prendraient possession la semaine suivante. Nous planifions ce déménagement depuis plus longtemps que quiconque ne le savait. Mathieu m'envoyait des annonces de location depuis des mois, c'est ainsi que nous avons trouvé un endroit qui correspondait si parfaitement à nos besoins. Le trajet jusqu'à Bordeaux a duré 11 heures avec les enfants et un camion de déménagement. Mathieu nous a accueillis à la maison de location avec les clés et des plats à emporter. L'endroit était parfait. Une maison de style artisanal avec 4 chambres et un garage indépendant que je pouvais transformer en atelier jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de permanent. J'ai passé la première semaine à installer mon atelier et à rencontrer des clients potentiels que Mathieu avait alignés. Le marché était encore meilleur qu'il ne l'avait décrit. Des propriétaires et des entreprises aisées prêts à payer des prix élevés pour un travail sur mesure. À la fin de la semaine, j'avais des acomptes pour 6 grands projets et une liste d'attente qui se formait. Chloé a trouvé un poste d'éducatrice en crèche payé 20% de plus que son ancien travail. Les enfants se sont adaptés rapidement. Léo a rejoint un club de foot et Manon a trouvé un studio de danse qu'elle adorait. Nous construisions une nouvelle vie, pièce par pièce. Puis, exactement 2 semaines après notre déménagement, j'ai reçu un texto de Thomas. Info, cousin.
Jérôme s'est fait virer. Un truc de fonds de clients et de dettes de jeu. Tes parents sont en panique. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait quelques recherches. Effectivement, le cabinet d'avocats de Jérôme avait publié un communiqué de presse annonçant son départ et rassurant les clients que leur compte était en sécurité. En lisant entre les lignes, c'était clairement une opération de communication de crise. 3 jours plus tard, Sophie a appelé. Loïc, je sais que tu nous détestes tous en ce moment, et je ne te blâme pas, mais j'ai besoin de te parler. C'est à propos de Jérôme et de papa. Et aussi, je vis chez papa et maman maintenant. Le divorce devient moche. Marc-Antoine essaie de tout prendre. S'il te plaît, rappelle-moi. Je l'ai rappelé. J'espère que ce n'est pas pour me faire culpabiliser, ai-je dit quand elle a répondu. Non, je le jure, a-t-elle répondu, et je pouvais entendre qu'elle avait pleuré. Tout s'effondre ici. Jérôme a été viré la semaine dernière. Il a volé sur les comptes de clients pour couvrir des dettes de jeu. Près de 200 000 €. Ils ne porteront pas plainte s'ils remboursent, mais il n'a pas l'argent. Et en quoi ça me concerne, ai-je demandé, la voix neutre. Papa a réhypothéqué leur maison pour couvrir la somme. La maison qu'ils possédaient entièrement depuis 15 ans. Ils ont la soixantaine, Loïc, et les économies de retraite de papa ont disparu. Et maintenant, ils ont une mensualité de prêt qu'ils ne peuvent pas se permettre avec leur retraite. Je me suis appuyé contre mon établi, digérant cette nouvelle. Pourquoi tu me dis ça? Sophie a soupiré. Parce que Jérôme a tout avoué, sur le fait d'avoir utilisé le téléphone de papa pour envoyer ce texto, sur la façon dont il a saboté ta relation avec la famille pendant des années. Parce qu'il était jaloux de ton talent et de ton indépendance. Il effaçait les messages vocaux que tu laissais, disait à papa que tu avais dit des choses que tu n'avais jamais dites. Il a tout admis. Il y avait toujours eu des signes de son ingérence, des conversations qui ne collaient pas, des projets qui changeaient mystérieusement. Nous n'avions jamais fait le lien parce que personne ne s'attend à ce que son propre frère le sabote, a-t-elle fait une pause, puis a continué plus doucement. Et je dois m'excuser aussi. Pendant des années, je t'ai méprisé parce que tu n'as pas suivi le chemin que nous étions censés prendre. J'ai épousé Marc-Antoine parce qu'il avait de l'argent et un statut, pas parce que je l'aimais. J'ai étalé ma grande maison et mes vacances, j'ai agi comme si j'étais meilleur que toi. Maintenant, regarde-moi, en train de divorcer, fauché, vivant dans la chambre d'amis de nos parents pendant que les avocats de mon ex-mari infidèle essaient de prendre le peu qu'il me reste. Une partie de moi se sentait vengée, mais une autre partie se sentait mal. Et vous l'avez tous cru, ai-je demandé, un tremblement dans la voix. Personne ne s'est jamais demandé pourquoi j'aurais soudainement arrêté d'appeler ou dit des choses blessantes. On aurait dû, a-t-elle admis. Après ton départ, beaucoup de choses ont commencé à prendre sens. Le timing des malentendus, comment Jérôme semblait toujours être le messager quand il y avait un drame entre toi et papa. Nous étions aveugles et nous avions tort. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Finalement, j'ai demandé, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, Sophie? De l'argent. Ils ne savent pas que je t'appelle, a-t-elle dit rapidement. Mais ils vont perdre la maison, Loïc. Maman est anéantie. La santé de papa se dégrade à cause du stress. Ils ont commencé à vendre des meubles pour payer les traites, y compris mes meubles. Je pensais aux pièces qu'ils prétendaient coûter des milliers d'euros. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai besoin de réfléchir à tout ça, ai-je dit. Je te rappellerai. J'y ai réfléchi longuement et sérieusement. Je voulais qu'ils comprennent ce qu'ils avaient fait de mal, qu'ils le comprennent vraiment, pas seulement qu'ils s'excusent parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de moi. Et je voulais que Jérôme fasse face aux conséquences pour une fois dans sa vie. Le lendemain, j'ai rappelé Sophie. J'ai besoin de parler à tout le monde. Organise un appel vidéo. Toi, maman, papa et Jérôme. Ce soir à 20h précise. Mon écran d'ordinateur s'est rempli de leurs visages. Ils avaient l'air terribles. Loïc, a commencé maman, la voix brisée. Nous sommes tellement désolés. Je l'ai interrompu. Je ne veux pas d'excuses pour l'instant. D'abord, je veux la vérité. Jérôme, dis-moi exactement ce que tu as fait. Tout. Jérôme a dégluti difficilement. J'ai utilisé le téléphone de papa pour envoyer ce texto sur la fête de retraite. J'ai vu tout le travail que tu mettais dans cette vitrine,
j'ai entendu que tu préparais quelque chose de spécial. J'étais jaloux. Tu as construit quelque chose de réel par tes propres moyens. Je me noyais dans les prêts étudiants, je détestais mon travail et je jouais pour ressentir quelque chose. Quand tout le monde a ri du texto, j'étais trop lâche pour admettre ce que j'avais fait. Quoi d'autre, ai-je insisté. Au fil des ans. J'ai effacé des messages vocaux. J'ai dit à papa que tu avais dit des choses que tu n'avais pas dites. J'ai convaincu maman que tu étais trop occupé pour les événements familiaux alors qu'en fait tu avais dit que tu essaierais de venir. Je creuse un fossé entre toi et la famille depuis des années. Papa avait l'air sous le choc. Maman pleurait en silence. Et maintenant, tu as volé des clients et entraîné nos parents dans tes problèmes, ai-je dit sèchement. Jérôme a hoché la tête, misérable. J'ai tourné mon attention vers Sophie. Et toi? Toutes ces années à nous mépriser, Chloé et moi. Elle a essuyé ses yeux. Je n'avais pas confiance en moi. J'avais besoin que tout le monde pense que j'avais réussi. Pendant tout ce temps où j'étalais ma vie parfaite, il me trompait avec la moitié de son bureau. Maintenant, je me retrouve sans rien. Pas de pension alimentaire à cause du contrat de mariage que j'ai été trop stupide pour lire attentivement. Tous ces vêtements de marque et ces vacances de luxe, et j'ai moins d'économie que toi. J'ai laissé le silence s'installer un moment. Voici ce qui va se passer. Jérôme, tu vas te faire aider pour ton addiction au jeu. Une vraie aide, pas seulement des promesses. Tu vas travailler et rembourser chaque centime à maman et papa, même si ça prend des années. Il a hoché la tête. Maman, papa, je ne vous donne pas d'argent, mais je vous offre autre chose. Je viens de signer un bail pour un atelier plus grand ici à Bordeaux. La location où nous sommes a un studio indépendant au-dessus du garage. Vous pouvez déménager ici, vivre dans cet espace, sans loyer, pendant que vous réfléchissez à vos prochaines étapes. Il me regardait, choqué, mais j'ai continué, il y a des conditions. Ce n'est pas gratuit. Papa, tu as des compétences de ta carrière bancaire. Tu vas m'aider avec la partie commerciale de mon entreprise, comptabilité, contrat, gestion des clients. Maman, tu as de l'expérience dans l'immobilier. Tu nous aideras à trouver une maison permanente ici, puis tu travailleras avec mon designer pour mettre en scène et photographier mes pièces pour le marketing. Tu veux qu'on travaille pour toi, a demandé papa, l'air complètement confus. Non, ai-je dit. Je veux que vous arrêtiez d'être un poids mort. Si vous voulez revenir dans ma vie, méritez-le. Maman pleurait maintenant ouvertement. Nous avons tout gâché. Je sais que ça prendra du temps. Non, ai-je convenu. Vous ne le savez pas. Mais je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour mes enfants qui méritent de connaître leurs grands-parents. Et je le fais pour moi, parce que porter de la colère est épuisant, et j'ai de meilleures choses à construire avec cette énergie. J'ai regardé Sophie. Tu es la bienvenue aussi, si tu veux. Il y a une chambre d'amis, mais c'est le même marché. Tu travailles, tu contribues. Fini de mépriser Chloé ou ce que nous faisons. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. J'aimerais beaucoup. Et je promets, j'ai appris ma leçon. L'appel s'est terminé avec des plans provisoires et des remerciements en larmes. Après avoir raccroché, Chloé a passé ses bras autour de moi. Tu es une meilleure personne qu'il ne le méritait, a-t-elle dit doucement. Peut-être, ai-je répondu. Ou peut-être que je connais juste la valeur de construire quelque chose de durable. 6 mois plus tard, mes parents s'installaient dans le studio au-dessus de notre garage. Papa appliqua son expertise bancaire à l'entreprise, gérant nos finances et obtenant un prêt aux petites entreprises pour l'expansion de l'atelier. Maman mit à profit son expérience immobilière pour nous trouver une maison centenaire de style artisanal avec un terrain pour un véritable atelier et commença à mettre en scène mes meubles pour des photos professionnelles. Sophie emménagea dans notre chambre d'amis après que son divorce avec Marc-Antoine l'ait ruinée financièrement. Son ex-mari gestionnaire de fonds spéculatifs obtint presque tout grâce au contrat de mariage qu'elle avait signé, la laissant humiliée lorsqu'il installa rapidement sa jeune assistante dans le manoir que Sophie avait décoré. Elle trouva du travail dans une agence de design locale et commença à commercialiser des meubles haut de gamme, y compris les miens. La femme qui se moquait autrefois de mon maniement du marteau, montrait maintenant mon portfolio aux clients avec fierté. L'entreprise prospéra au-delà des attentes. Mon apparition télévisée avec Alain se transforma en une place d'invité semi-régulière.
Le contrat avec la Banque nationale populaire mena à 3 autres clients corporatifs. J'ai embauché 4 artisans, Mathieu et moi supervisant les opérations dans les 2 villes. Jérôme garda ses distances. Il travaillait, remboursait ses dettes et ne demanda jamais pardon. C'était suffisant. Le changement le plus profond se produisit avec papa. Un soir, en examinant des factures, il admit qu'il n'avait jamais compris mon métier avant de le voir de près. Il avoua avoir gardé une coupure de journal de ma victoire au concours de menuiserie du lycée dans son portefeuille pendant des années, cachant sa fierté parce que cela ne correspondait pas à sa notion de la réussite. Papa découvrit progressivement son propre talent pour la fabrication de petites pièces complexes et commença à enseigner le travail du bois à Léo le samedi matin. Lorsque de la famille élargie vint pour Noël, papa vanta ouvertement mon entreprise devant eux. Sans détour, sans compliment déguisé. Plus tard, maman révéla que papa avait l'habitude de s'asseoir secrètement dans la cabane que j'avais construite adolescent, trouvant que c'était le seul endroit où il pouvait vraiment se détendre. Elle reconnut à quel point le mariage, parfait et riche de Sophie l'avait rendue malheureuse, tandis que mon parcours authentique m'avait apporté succès et bonheur. 3 semaines après Noël, une publication Instagram d'Alain révéla qu'il nous avait appelés, Durand et Fil, ébénisterie d'art, dans un article pour le magazine, L'Artisan du Bois. Bien que nous n'ayons pas discuté d'inclure papa dans le nom de l'entreprise, j'ai décidé de le rendre officiel, à la condition que les apparences et la recherche de statut soient définitivement derrière nous. La poignée de main formelle avec papa signifiait plus que n'importe quel contrat d'entreprise qu'il avait signé dans sa carrière bancaire. Le lendemain matin, j'annonçai la formation officielle de Durand et Fil, ébénisterie d'art, à la famille. Léo demanda immédiatement si cela pourrait un jour devenir Durand et Fil et Fils, apportant une joie sincère au visage de mon père. C'est drôle comme les gens qui m'ont rejeté ont fini par construire leur vie autour de la mienne. C'était toute la vengeance dont j'avais besoin. Jérôme resta silencieux. Il envoya un dernier texto quelques semaines plus tard. Tu as mérité tout ce que tu as. J'espère juste qu'un jour, je le pourrai aussi. Je l'ai laissé en lu. Certains ponts n'ont pas besoin d'être brûlés.